Je m'appelle Normand. Dès le plus jeune âge, j'ai été fasciné par les phénomènes étranges de notre monde. Les fantômes et les maisons hantées, les monstres lacustres et légendaires, les lieux énigmatiques et étranges, les ovnis et les extraterrestres, les disparitions soudaines et inexpliquées. Tous ces phénomènes fournissent beaucoup plus de questions que de réponses. Et c'est ce que j'aime. On peut voir sur mon crâne que j'adore m'arracher les cheveux à essayer de trouver des explications. Je vous propose de faire un voyage avec moi au cœur de certaines de ces histoires. Bienvenue aux Chroniques de l'étrange. « 5 décembre 1945. 5 avions torpilleurs Avengers décollent de la base aéronavale de Fort Lauderdale, en Floride. Le lieutenant-instructeur Charles Carroll Taylor, âgé de 28 ans, dirige un groupe de pilotes et équipages inexpérimentés. L'ensemble des équipes totalise 14 hommes. Il doit amener les 5 appareils pour un vol d'entraînement à proximité des îles Hands et Chickens, à l'est de la côte américaine. Temps de vol approximatif, 2 heures. Les avions ont tous le plein de carburant et leurs instruments sont en parfait état de fonctionnement. À 14h10, les 5 appareils décollent. Comme exercice routinier, ils doivent larguer des bombes dans l'océan. Une fois leur mission accomplie, le lieutenant Taylor essaye de ramener ses élèves pilotes à Fort Lauderdale. Cependant, quelque chose cloche. Les instruments de Taylor ne semblent pas obéir. Il envoie un message à la base de Fort Lauderdale. Mes 2 compas sont en panne. Je cherche à rejoindre Fort Lauderdale en Floride. Je suis au-dessus de terre. Je pense être au-dessus des Keys, mais je ne sais pas où exactement et je ne sais pas comment rejoindre Fort Lauderdale. Un instructeur de la base l'informa que s'il était au-dessus des Keys, il doit voler vers le nord, c'est-à-dire placer son aile gauche au soleil. Mais apparemment, le leader est déjà arrivé à un point de confusion tel qu'il ne sait vraiment plus déterminer sa position. C'est pourtant un pilote expérimenté. Il pense être au-dessus des Florida Keys, mais en réalité, il se trouve au-dessus d'une île des Bahamas. Plusieurs communications entre le lieutenant Taylor et la base de Fort Lauderdale s'ensuivent. Les techniciens de la base ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas comment le lieutenant Taylor puisse être perdu à ce point. Ils essayent tant bien que mal de l'aider à retrouver son chemin. À 18h20, la base de Fort Lauderdale capte un dernier message du lieutenant Taylor. « Restez en formation serrée. Nous devons nous attendre à amerrir. Dès que l'un d'entre nous aura moins de 40 litres de fuel dans ses réservoirs, on descendra tous ensemble. » Quelques heures plus tard, un hydravion PBM Mariner contenant à son bord 13 membres d'équipage, décolle de la base de Fort Lauderdale pour partir à la recherche des 5 Avengers. Lui aussi, disparu, sans laisser de traces. Cette histoire est extrêmement connue dans le milieu des phénomènes inexpliqués, car il s'agit du tout premier cas documenté de disparition dans le triangle des Bermudes. Un siècle ou 2 auparavant, il y a bien sûr eu le cas du Marie Céleste. Le Marie Céleste, je ne m'attendrai pas dessus, mais si vous voulez faire des recherches, vous avez juste à le faire avec le nom qui apparaît ici, là. Sur Google, vous allez voir, il y a une foule de documentation là-dessus, il y en a plein. Le Marie Céleste était un navire marchand qui a été retrouvé au large avec plus personne à son bord. Le navire était en bon état,
La cargaison était intacte. Et il y avait même des repas préparés sur les tables qui n'avaient même pas été commencés à manger encore. Mais c'était un navire marchand, puis dans un siècle ou deux auparavant, les traversées étaient beaucoup plus difficiles. Il y a plusieurs théories là-dessus, vous irez voir. Mais en ce qui concerne les Avengers, on parle pas de navire marchand, on parle d'avions appartenant à l'Air Force américaine, avec des pilotes, dont un qui était extrêmement expérimenté. On parle aussi de l'hydravion, qui appartenait aussi à l'Air Force américaine, avec un pilote expérimenté, 13 personnes à bord, qui ont disparu aussi. Malgré toutes les recherches, rien n'a été trouvé, même pas un débris d'avion. Vous savez, la majorité des disparitions sont explicables. Ça peut être une fugue, ça peut être un kidnapping, ça peut être un accident, comme par exemple quelqu'un qui s'en va se promener tout seul dans des montagnes et qui tombe dans une crevasse, il disparaît, très dur à retrouver après. Chaque année, il y a des dizaines de personnes qui disparaissent dans le Grand Canyon, en Arizona. Des personnes qui se pensent aventuriers et qui partent sans presque pas de préparation à explorer le Grand Canyon et qui disparaissent. C'est grand, le Grand Canyon, là. C'est très grand, c'est désertique, c'est un environnement extrêmement hostile. Faut pas aller là en amateur, là. Faut aller là avec un guide. Quoi qu'il en soit, il y a de ces disparitions qui sont inexplicables au point de vue de la science et de la technologie. Comme la prochaine disparition qui a lieu, elle aussi, en plein ciel. « 21 octobre 1978, 18h19, heure locale, Melbourne, Australie. Frederick Valentich, pilote australien âgé de 20 ans, ayant déjà plus de 150 heures de vol à son actif. Sa mission était de survoler le détroit de Bass entre l'Australie et la Tasmanie. Il décolla aux commandes d'un Cessna 182L, qui est un genre de petit avion de tourisme, dont le réservoir était plein. 19h06. Frédéric contacte la tour de contrôle afin de signaler qu'un aéronef non identifié le suivait. Celui-ci volant à une altitude d'environ 1400 mètres et venant de l'est. Selon lui, il était de grande taille, se déplaçait rapidement et était illuminé par 4 feux d'atterrissage ainsi que par une lumière verte. Il semblait d'aspect métallique. Les contrôleurs aériens répondirent qu'à leur connaissance, Valentich était seul. Frédéric vit l'objet le survoler à grande vitesse, plongeant à environ 300 mètres au-dessus du Cessna, puis planant juste au-dessus de lui. Selon Frédéric, le pilote du véhicule inconnu était manifestement en train de s'amuser avec lui. À ce moment-là, il signala qu'il avait des problèmes avec son moteur qui semblait ralentir. La tour de contrôle lui demanda alors de décrire l'objet qu'il voyait. « Ça fait du surplace, et ce n'est pas un avion. » Suite à cela, la transmission fut interrompue et l'on n'entendit plus que des bruits non identifiés semblables au frottement de 2 objets métalliques l'un sur l'autre, avant que tout contact entre l'appareil et l'aéroport ne cesse. Des avions furent envoyés dès 19h28 à sa recherche et explorèrent la zone de façon intensive jusqu'au 25 octobre.
avec l'aide d'un navire de sauvetage et de l'aviation civile. Rien ne fut trouvé. Ni le pilote, ni le Cessna. Un témoin, resté anonyme, affirma avoir vu depuis le sol avec ses 2 nièces le Cessna piloté par Valentich. Celui-ci était survolé à vitesse constante par une lumière étrange. Un plombier nommé Roy Manifold aurait pris le jour du 21 octobre 1978 une photographie montrant un objet difficilement identifiable survolant le cap Otway. L'objet a été reconnu par le groupe d'ufologie américain Ground Saucer Watch comme un authentique aéronef d'origine inconnue. La description que Frédéric fait de l'objet qui semble se foutre carrément de sa gueule correspond en tout point à un ovni. Cependant, il y a des hypothèses qui disent que Frédéric aurait planifié lui-même sa disparition pour pouvoir recommencer une nouvelle vie. C'est une solution qui est possible, mais ça explique pas pourquoi on n'a jamais retrouvé l'avion dans lequel il était. Une personne humaine, c'est relativement facile à cacher. Dans un coffre d'auto, dans un chalet dans le bois, enterré, jeté dans une rivière. Il y en a plein de moyens de faire disparaître un corps humain. Mais un avion, c'est beaucoup plus difficile. On peut pas atterrir n'importe où comme avec un hélicoptère. Et puis, faut le cacher. Ça explique pas pourquoi on n'a pas trouvé l'avion. On n'a trouvé aucun avion, aucun débris, aucun numéro de série d'avion correspondant à celui que Frédéric a pris cette journée-là. Mais quelquefois, c'est pas juste une personne qui disparaît. C'est plusieurs en même temps. Comme ce cas tout à fait curieux qui a eu lieu en 1945. « 24 décembre 1945, dans la ville de Fayette, État de West Virginia, États-Unis. Le couple George et Jenny Sauder, ainsi que leurs 9 enfants, se couchent tôt. Un peu avant 1h du matin, Jenny se réveille. Elle voit de la fumée entrer dans sa chambre. La maison est en feu. Jenny crie à son mari et à ses enfants de sortir immédiatement. Jenny, George et 4 de leurs enfants sont maintenant à l'extérieur. Il en manque 5. George, gardant son sang-froid, courut vers la maison, mais l'étage inférieur était complètement en feu. Il a ensuite couru vers le côté de la maison pour prendre son échelle. Mais l'échelle avait disparu. Jenny est hystérique. Elle crie. Elle lance des pierres à travers les fenêtres pour réveiller ses enfants et leur hurle de sortir immédiatement. George tente d'approcher sa voiture près de la fenêtre pour pouvoir grimper dessus et réveiller ses enfants. Mais celle-ci refuse de démarrer. Une des filles réussit à courir chez un voisin pour appeler les pompiers. Un des pompiers lui répondit que seul le chef des pompiers peut conduire le camion et qu'il faut l'attendre. 45 minutes après le début de l'incendie, la maison, faite en bois, n'est que cendre. Les policiers et les pompiers n'arrivent sur les lieux qu'à 8h du matin, soit 7 heures après l'appel passé par la jeune fille, des Sauder. Ceux qui restent de la famille Sauder sont inconsolables.
5 enfants ont péri dans le feu. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Arrivés sur les lieux, les policiers et les pompiers commencent à fouiller les décombres. Après plusieurs heures de recherche, les enquêteurs sont estomaqués. Aucun cadavre n'est sur les lieux. Cette nouvelle encourage, mais aussi inquiète les parents Sauder. Si leurs enfants n'avaient pas péri dans l'incendie, où étaient-ils? Une quête commença alors pour George et Jenny. Une quête qui durera toute leur vie. 6 ans après l'incendie, George et Jenny ont érigé un panneau d'affichage sur le site de leur ancienne maison. Le panneau contenait des photos de leurs enfants disparus, une sommation des événements et une récompense de 5 000 $, qui était beaucoup d'argent à l'époque. Malgré tout, Maurice, 14 ans, Marthalie, 12 ans, Louis, 10 ans, Jenny Irene, 8 ans, et Betty Dolly, 6 ans, restent introuvables. Toutefois, en 1968, une lettre concernant ce mystère est publiée dans un magazine de détectives privés. Quelque temps plus tard, les parents Sauder reçoivent une enveloppe. À l'intérieur de celle-ci, une seule photo. Une photo d'un homme. Et au verso de celle-ci étaient écrits les mots « Louis Sauder, j'aime frère Frankie », suivi d'un code LLIL garçon A90132 ou 35. Jenny reconnaît tout de suite son jeune enfant disparu quelques années plus tôt. L'enveloppe vient du Kentucky. Les Sauder embauchèrent alors un détective privé pour se pencher sur cette nouvelle piste. Mais peu de temps après, il partit pour le Kentucky, il disparut et n'a plus jamais été revu par la suite. Malheureusement, la piste s'arrête là. George décéda en 1969 et fut rejoint par Jenny en 1989. L'affaire reste à ce jour non résolue. Il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été émises concernant la disparition des 5 enfants Sauder. On a parlé d'enlèvement, on a parlé de fugue, et on a même parlé d'enlèvement extraterrestre. Cependant, moi je trouve que l'hypothèse de l'enlèvement ne tient pas la route. Parce qu'il faut savoir que les 9 enfants Sauder étaient répartis dans 2 chambres. Les 4 plus vieux dormaient dans une chambre, tous ensemble, et les 5 plus jeunes, ceux qui ont disparu, dormaient tous ensemble dans une autre chambre. Donc, s'il y a eu enlèvement, c'est sûr qu'il y a un des enfants qui se serait réveillé là. Puis il se serait mis à crier, puis il aurait alerté toute la maison, là. Ça fait du bruit, là, 5 enfants, là. Alors, moi, je pense que l'hypothèse de l'enlèvement ne fonctionne pas. La plus plausible, selon moi, c'est celle de la fugue. Les 5 enfants auraient fugué, auraient décidé ensemble de partir de la maison, sans le dire à personne. C'est ce qui expliquerait pourquoi on n'a rien entendu, et aussi la disparition de l'échelle que le père Sauder n'a pas trouvée, mais qu'il a retrouvée quelques jours plus tard dans un de ses champs. Mais encore là, pourquoi se serait-il sauvé? Dans toute l'histoire, il n'y a aucun indice qui peut nous indiquer que les 5 enfants qui ont disparu étaient malheureux à la maison. Et même à ça,
si la photo que les parents soldats ont reçue en 1968 correspondait bel et bien au jeune Louis, ça veut dire que les enfants soldats étaient toujours en vie, puis qu'ils étaient maintenant adultes. De 1945 à 1968, les enfants sont rendus adultes, là. Pourquoi ils se sont jamais manifestés? Ça reste dans le questionnement. Je sais pas si un jour on va avoir le fin mot de l'histoire. Mais parfois, c'est pas les personnes qui disparaissent. C'est le lieu qui fait disparaître les gens. Dans le Vermont, aux États-Unis, il existe un lieu appelé le Triangle de Bennington. Ce n'est pas d'aujourd'hui que cet endroit instaure la peur. Déjà, au 19e siècle, les Amérindiens évitaient cet endroit comme la peste, le décrivant comme un endroit maudit, habité par de mauvais esprits. Depuis des siècles, des personnes disparaissent mystérieusement en entrant dans cette forêt. Mais les disparitions ont commencé sérieusement à être documentées vers les années 40. Ainsi, le 12 novembre 1945, Mindy Rivers, un homme de 74 ans, disparaît lors d'une partie de chasse. Randonneur expérimenté, ayant une excellente connaissance des environs, il guide une équipe de 4 chasseurs. Pendant un instant, il s'éloigne du groupe. On ne le retrouvera jamais. 1er décembre 1946. Paula Jean Weldon, une femme de 18 ans de Stamford au Connecticut, est étudiante de 2e année au Bennington College. En cette journée d'hiver, elle s'aventure sur le Long Trail, c'est-à-dire le long sentier, à Woodford. Elle est vue par plusieurs personnes au cours de la journée, notamment par Ernest Whiteman, un employé du quotidien local Bennington Banner, qui l'aide à s'orienter en lui donnant des indications. Aussi, un couple âgé rapporte également l'avoir vue. Ils disent l'avoir aperçue, seule, environ 91 mètres devant eux, jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans un virage du sentier. À leur passage sur ce même virage, le couple ne voit plus la jeune femme. Intrigués, ils suivent les traces de pas laissées par celle-ci dans la neige. Quelques mètres plus loin, les traces s'arrêtent brusquement, comme si Paula avait disparu dans le vide. Des recherches sont organisées auxquelles participent le FBI, les corps policiers des États voisins de New York et du Connecticut, ainsi que des centaines de volontaires, et une récompense de 5 000 $ est promise par le père de l'étudiante. Malgré tout, Paula reste introuvable. Mais le cas le plus impressionnant de disparition dans cet endroit est sans doute celui de James Tedford. Le 1er décembre 1949, James E. Tedford, ancien combattant de l'armée américaine, il est en visite à Saint-Alban pour passer du temps avec sa famille. Le 1er décembre 1949, il quitte Saint-Alban en direction de la pension pour anciens militaires de Bennington, où il habite. L'autocar doit faire plusieurs arrêts avant de se rendre à destination. Une fois à Bennington, le chauffeur de l'autocar fait débarquer les derniers voyageurs. Toutefois, James n'est plus là. Le chauffeur découvre un horaire d'autobus ouvert sur son siège vacant, ainsi que ses bagages et effets personnels dans le compartiment à bagages. Questionné sur les faits, le chauffeur jure
que James était toujours à bord de l'autocar au dernier arrêt avant d'arriver à Bennington. James aurait donc disparu en plein trajet entre les deux arrêts. C'est incroyable. C'est carrément incroyable. Quand j'ai lu ces disparitions-là, j'en revenais pas. Juste la jeune Paula, qui a été vue quelques secondes avant sa disparition. Le vieux couple a suivi les traces. Et les traces se sont arrêtées net. Paula s'est tout simplement évaporée dans les airs. J'ai aucune hypothèse là-dessus. J'ai aucune hypothèse. Une chose est sûre, c'est que j'irai jamais traîner dans ce coin-là. On sait jamais, mais on n'est jamais trop prudent. Sur ce, la vidéo se termine. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Partagez en grand nombre pour m'aider à faire grossir ma chaîne. Et puis, dites-moi en commentaire si vous en connaissez, vous autres, des histoires de disparitions mystérieuses de même, là. Là, je parle pas d'enlèvement ou de fugue, là. Mais disparitions mystérieuses, là, des disparitions qu'on n'est pas capable d'expliquer, là. Dites-moi en commentaire si vous en connaissez. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Et surtout, faites de bons cauchemars. Rock'n'roll. C'est un monde étrange. Un monde où il est impossible de trouver une explication pour tout. Ce qui est vrai pour les uns est complètement faux et erroné pour les autres. Nous avons des croyants et des non-croyants. Nous avons des faits et des rumeurs. Nous avons des histoires, mais aussi des légendes. Le passé regorge déjà de faits les plus troublants les uns que les autres. Quant à moi, je suis fébrile quant à ce que nous réserve l'avenir. Peut-être un jour aurons-nous des réponses. Peut-être pas.